J'explique qui je suis. Je suis citoyen européen, donc à ce titre, j'ai un avis sur la question. Je suis citoyen français, donc soumis aux contraintes de la CNIL. J'ai créé avec mon ami Christian Frisch une entreprise, une start-up qui s'appelait Seradar, dans laquelle on faisait du big data et du marketing prédictif. Et depuis, on a été racheté par une boîte qui s'appelle SideTrade, donc qui est en train d'essayer de se mettre en conformité avec le RGPD. Donc c'est ça ma vie, et c'est ça que je comprends. Et c'est de ce point de vue double de citoyen et d'entrepreneur et travaillant pour une PME française que je vais vous parler. Alors, j'ai tiré beaucoup de ma philosophie de la vie des films hollywoodiens et j'ai compris que le monde se divisait entre les bons et les méchants. Donc, dans tout bon débat, dans toute discussion, il faut que quelqu'un assume le rôle du méchant, ce que je vais faire ici pour vous. Et ça va être assez dur. Alors, qui en veut à mes données? Alors moi, il y a 4 grands pools. Le premier, c'est les GAFAM. On n'en a pas trop parlé. Je tiens beaucoup au M parce que je suis très anti Microsoft et LinkedIn. Ensuite, il y a l'État français. Ensuite, il y a les grands du B2C. Je vais vous en parler. Et puis, il y a tous les autres. Et il se trouve que nous, en tant qu'entreprise, on est dans tous les autres. Alors, si on commence par les GAFAM, moi, je pense que le RGPD aura 0 effet sur ces gens-là. Hein. Donc, ils vont rajouter des lignes, des pages entières à tous les trucs que vous recevez tous les jours, hein, que vous continuerez à ne pas lire. Vous continuerez à vous en servir parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'ils ont un monopole. Donc là... we're fucked. Okay? Donc, et rien ne va changer. Si on veut faire quelque chose contre ces gens-là, c'est totalement différent de ce qui est prévu. Donc là, ça va en rien résoudre notre problème. Voilà. On passe au deuxième pool. L'État français. Alors, l'État français, je leur fais plus ou moins confiance. Alors, il se trouve que quand même, il y a 3 exceptions dans l'État français qui n'obéissent pas au RGPD, qui a la justice, la police et l'armée. D'accord ? Donc, bon, alors, c'est un peu... Ça m'ennuie un petit peu. Mais en tout cas, ils sont en dehors. Et de toute façon, le radar de la CNIL, c'est très clairement transféré de l'État vers les entreprises. Et c'est sur les entreprises qu'on fait pécher, que c'est porté le péché original. Alors, moi, je pense que Gérard Collomb, c'est pas, même s'il a adopté la posture classique de tout ministre de l'Intérieur antipathique, c'est pas très grave. Le vrai sujet de l'État, c'est si elle parvient au pouvoir. Vous êtes d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, quels que soient les règlements que vous avez, on est tous morts. D'accord ? Donc là, c'est... donc il faut prier et faire ce qu'il faut pour que ça ne se réalise pas. Okay ? Je passe à mon troisième pool, qui sont les grands du B2C en France. Alors les grands du B2C en France, ils ont plein de données sur moi. Hein. Orange, c'est exactement où je suis. Veolia, c'est combien je consomme de flotte et quand est-ce que je suis dans ma maison de campagne et dans la maison de Paris. Carrefour a toutes mes factures détaillées. Vinci, c'est quand je rentre ou sors de mon parking. La BNP, c'est exactement comment je dépense parce que je passe tout par ma carte de crédit. Et EDF, bientôt grâce à Linky, va savoir plein de choses. Alors, personnellement, je m'en fous. D'accord ? Je ne suis pas inquiet qu'on sache tout ça sur moi. Je rêverais que ces gens-là, avec les données qu'ils ont sur moi, me fournissent des services intéressants. Je suis sûr que Orange pourrait faire des choses intéressantes à partir de ce qu'il connaît de mes déplacements. Veolia pourrait me dire plein des choses sur ma consommation d'eau, sur la façon de la gérer et tout et tout. Carrefour pourrait me présenter des tableaux, etc., etc. Vinci devrait savoir comment mieux gérer, etc., etc. On continue, la BNP, EDF, tous ces gens-là. Alors, je n'ai aucun service de ces gens-là. Pourquoi je n'ai aucun service de ces gens-là ? Parce que dans ces entreprises, tout le monde est terrifié par la CNIL.
D'accord ? Ils ne pensent qu'à une chose quand ils ont des données, c'est à surtout les effacer le plus vite possible et à ne pas s'en servir. D'accord ? Donc, si vous avez entendu parler de la fameuse teenager enceinte de chez Target, il n'y a aucune chance que ça se produise chez Carrefour. Ils ont tellement peur de regarder leurs données qu'ils ne sauront jamais qui est enceinte ou pas. Hein. Alors, moi, j'ai pratiqué tous ces gens-là. Hein. On a essayé de faire des choses avec eux, de voir ce qui pouvait être fait intelligemment comme service. L'obsession, c'est tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'accord ? À l'intérieur de chaque grande entreprise, il y a un CIL, le correspondant informatique et liberté, donc qui est grosso modo l'œil de Moscou de la CNIL, et qui est là et qui, à chaque fois, vous explique tout ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, moi, je pense qu'on est protégé de tous ces gens-là par leur incapacité à faire quoi que ce soit d'intelligent avec les données que nous avons. Je fais le méchant. Hein. Je continue. Tu le fais très bien. Alors après ça, on arrive. Les autres. Donc en France, il y a 9 millions de sirènes, il y a 2,5 millions d'entreprises commerciales. D'accord ? Ces entreprises commerciales, il y a du B2B et du B2C. Donc il y en a à peu près 900 000 qui sont B2C purs et un peu plus de 700 000 qui sont B2B purs. D'accord ? Alors il se trouve que nous, on fait du B2B et je vais me focaliser sur ça et vous expliquer les malheurs que je vis. OK ? Donc c'est 727 000 boîtes. Donc ça représente à peu près 45% du PNB français. Okay ? C'est important. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Donc ils font du B2B, c'est-à-dire ils interagissent, c'est des entreprises qui vendent aux entreprises. D'accord ? Donc a priori, pas tellement de données personnelles. Oh, attendez, il y a des données personnelles. Donc je vais vous les montrer. Cœur sensible, retenez-vous. Elles sont dures, elles sont pénibles. Voilà un exemple. Mon prénom, mon nom, mon titre et la société dans laquelle je travaille. Waouh ! C'est du lourd. C'est du lourd. Il se trouve de temps en temps qu'on y rajoute ça. Waouh ! C'est-à-dire que quelqu'un est capable de voir que, m'appelant François Bansillon et travaillant chez SciTrade, il se trouve que mon email est fbansillon@scitrade.com. D'accord ? Alors s'il vous plaît, ne prenez pas de notes. Ce sont des informations personnelles et ne divulguez pas ça. Alors, ça a l'air d'une plaisanterie, mais c'est à cause de ces données-là, et uniquement de ces données-là, que les 729 000 entreprises B2B tombent sous la coupe du RGPD. OK ? Alors, comment ça se passe ? Toute entreprise B2B qui fait du business a ce qui s'appelle un CRM, c'est-à-dire un endroit où il stocke la description de ses clients. Ces clients, ce sont des entreprises. Pour parler à ces entreprises, il faut avoir le nom des gens qu'on contacte. Donc, dedans, il y a des informations comme ça. OK ? À partir du moment où vous avez un fichier où il y a des informations comme ça, vous êtes lié par le règlement. OK ? Alors, ces entreprises B2B stockent les informations sur leurs clients dans un CRM qui est fourni par un éditeur de CRM. En France, Salesforce, Microsoft, etc., etc. Alors, le règlement a inventé le concept génial de responsable de traitement et de sous-traitant. C'est-à-dire qu'il vous explique que vous êtes une entreprise, vous utilisez un CRM, vous êtes responsable de traitement et l'éditeur de CRM, à savoir Salesforce, est votre sous-traitant. OK ? So far, so good. Après ça, ils ont expliqué tout un tas de règles que ces deux acteurs devaient suivre pour être en conformité avec le RGPD. Alors, c'est-à-dire que les sous-traitants ont tous écrit aux responsables, les éditeurs de CRM ont tous écrit aux entreprises B2B en disant « Je vous signale que vous êtes responsable de traitement, vous devez suivre telle et telle règle, est-ce que vous pourriez signer tel et tel papier ?» Et bien sûr, toutes les entreprises ont écrit à leur éditeur de CRM en disant « Je vous signale que vous êtes mon sous-traitant et vous devez suivre telle et telle règle, etc. etc. » Et donc, on reçoit des papiers de 20 pages
qu'on est censé signer ou pas signer. Et la CNIL a eu l'idée géniale d'introduire la notion de sous-traitant du sous-traitant. D'accord ? Notamment l'hébergeur, par exemple. D'accord ? Donc si le CRM est hébergé chez OVH, il faut que le responsable de traitement accepte le concept du sous-traitant. Si le responsable de traitement refuse à l'éditeur son hébergeur, il faut le signaler et tout le truc tombe à l'eau. Ensuite, chaque fois que vous changez de sous-traitant, si vous décidez de placer, voilà, il faut retourner voir votre client pour lui signaler que vous avez changé de sous-traitant. Il faut qu'il réapprouve et on rentre dans un pataquès pas possible. D'accord ? Donc là, on est en train de rentrer dans des échanges de documents complexes entre sociétés qui prennent du temps, qui prennent de l'argent. Alors comment ça se passe ? Il y a deux personnages qui interviennent. Celui de gauche, c'est un juriste. Celui de droite, c'est un consultant. D'accord ? Parce que quand vous recevez de votre fournisseur un document de 20 pages à signer, en général, il y a quelqu'un dans la boîte qui dit « il faudrait que notre juriste voit ça ». Okay. Ensuite, quand vous avez un processus à mettre en place, quand vos clients vous demandent « est-ce que vous êtes conforme au règlement, etc. etc. », vous êtes obligé d'ouvrir votre parapluie, on va y revenir, et de trouver quelqu'un qui va vous donner un nom, etc. Alors la différence entre celui de gauche et celui de droite, c'est que le juriste prend entre 300 et 600 euros de l'heure, le consultant est à 1200 euros la journée, d'accord ? Mais donc on est dans de la dépense, du vrai, du temps. En plus, dans toutes ces entreprises, tout ça, il faut le mettre en route, ça consomme de l'énergie. Alors, on vit dans... Donc, ces deux-là, ils sont sympas, c'est leur business, je les comprends. Et on rentre dans le FUD factor, fear, uncertainty and doubt. J'ai peur, donc je me méfie et j'essaie de trouver des mécanismes, de me couvrir, etc., etc. Ensuite, on rentre dans le mécanisme d'après, qui est celui des mercenaires d'Irak. D'accord ? Pourquoi la guerre d'Irak a mis tant de temps à s'arrêter ? Parce que les mercenaires qui étaient là-bas n'avaient aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. On vous envoie... Là, c'est pareil. Les avocats qui sont payés en obligation de moyens et pas obligation de résultat, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se simplifie. Voilà. Donc, on rentre dans un mécanisme général d'ouverture de parapluie. Tous vos clients se retournent vers vous en disant « garantissez-moi que » et montrez-moi les documents et trouvez-moi les avis d'avocats, etc., etc. Tous vos fournisseurs vous demandent la même chose. Donc tout le monde est en train de se tenir par la barbichette en dépensant de l'argent comme des dingues pour rien. Pour rien, pour protéger François Bansillon, SideTrade, directeur. OK ? Alors, la question qu'a posée Christian à la charmante représentante de la CNIL, qui était combien ça coûte ? C'est une vraie question. Ensuite, on peut se demander ce que ça rapporte. Alors, moi j'ai vu deux chiffres dans la presse. Il paraît que ça va coûter 30 millions au CAC 40, ce qui me paraît un peu faible. Et j'ai vu un chiffre à 6,8 milliards pour l'ensemble des grandes entreprises du monde, whatever that means. Okay. Alors moi j'ai essayé de partir de mes 780. Là aujourd'hui je suis à peu près à 1 milliard d'euros pour l'ensemble de l'écosystème des entreprises B2B françaises. 1 milliard d'euros, c'est plus cher que la CMU, hein, pour parler de l'autre là tout à l'heure. Donc le gain obtenu pour ce truc, c'est rien du tout. On a protégé qui de quoi ? Rien. Personne. D'accord ? Voilà. Donc, je vais juste terminer en disant que malheureusement, c'est pas fini. Un règlement peut en cacher un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se battre, on est en train de se cogner le RGPD
qui réglemente l'accès aux données personnelles. Le prochain, qui va réglementer les cookies et le mailing, va aussi toucher pareillement toutes ces personnes. Vu l'esprit sur le consentement qui a été introduit par le RGPD, on est quand même dans une mécanique où on s'oriente probablement vers de l'opt-in, c'est-à-dire de demander que les fichiers B2B soient constitués en opt-in, et demander que les fichiers B2B soient constitués en opt-in revient à établir un monopole de fait sur le monde pour la société LinkedIn, qui est la seule à avoir... Combien de gens sont sur LinkedIn dans cette salle? Merci. You made my point. J'ai terminé. Merci François pour ce timing parfait. Je prends encore 2 ou 3 questions pour tout à l'heure. Alors, c'est toi qui dégaine en premier, donc vas-y. Ouais, non, mais il me semblait que le B2B, c'était pas concerné sur les informations personnelles des entreprises. Si, la définition d'une information personnelle, François Bansillon, Sitrate, c'est une information personnelle. Vlan, c'est fini. You fucking dead, c'est fini. Puis il y a les fichiers RH des entreprises. C'est fini. D'autres questions? Je vous ai convaincu. Oui, c'est très convaincant. Alors, oui. Bonsoir, Hervé Schoer, consultant en cybersécurité. Non, il peut difficilement y avoir des questions. D'abord, c'est très enthousiasmant de recevoir ce type de discours qui change un peu du discours ambiant. Mais il y aura un débat. Donc j'attends la table ronde, puisque évidemment, un vieux consultant comme moi en cybersécurité a tout un tas de réponses sur tous les points, et certains se contredisent ou se nuancent très facilement. D'autres questions? Juste, je fais une petite remarque pendant que l'exposé suivant arrive, qui est que, je crois, il y a 2 jours dans le Financial Times, l'autorité de régulation des auditeurs financiers concluait que 40% dans 40% des cas, en fait, elle avait constaté des manquements graves dans les procédures d'audit. Voilà. Donc en fait... Voilà, et on connaît tous les scandales qui ont pu exister avec Enron et d'autres. Voilà. Et Bercy a aussi publié dans le même temps le fait que les auditeurs... Et Bercy a aussi publié dans le même temps le fait que les auditeurs comptables n'avaient absolument aucun effet sur la fraude fiscale, qui était absolument strictement identique, ni plus ni moins, sur les entreprises qui avaient un commissaire aux comptes que sur les entreprises qui n'avaient pas de commissaire aux comptes dans le cas des PME. Et j'ai retweeté le coup de... donc je suis d'accord avec le fait que c'est tous des tricheurs.